Bonjour à tous, bienvenue à notre webinaire ce matin de comment obtenir jusqu'à 50% de subsides pour se digitaliser et innover. Je suis Marjorie Vogui du groupe Résultance. Avec moi aujourd'hui, nous avons Nicolas Urbain de Résultance. Bonjour Nicolas. Bonjour Marjorie. Et Céline Dupuis de R Carré. Bonjour Céline. Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, nous sommes donc réunis pour aller un petit peu plus dans le détail et comprendre synthétiquement quels sont en fait les différents programmes présentés et proposés par l'État du Luxembourg pour aider les PME. Effectivement, nous avons réalisé que les PME n'ont pas toujours connaissance de ces programmes et ou ne connaissent pas forcément leur utilité, leurs conditions et les critères d'éligibilité. Ces programmes ont un effet incitatif puisqu'il est impératif de monter un dossier avant de commencer le projet. Donc, afin de clarifier tout ça, nous allons parcourir ensemble différents points. Donc, les premiers, ça sera en fait les catégories de subsides qui existent pour les PME. Quels sont pour chacune de ces subsides en fait les critères d'éligibilité et les coûts qui sont éligibles. Nous verrons ensuite quelques cases, donc quelques cas concrets selon vos secteurs d'activité, de façon à comprendre davantage qu'est-ce qu'effectivement on peut recevoir en tant que subside étatique et quels sont les résultats, l'impact qu'on peut apporter du coup directement sur votre business. N'hésitez pas donc tout au long du webinaire de poser vos questions directement sur le petit bouton sur votre droite où vous voyez questions. Donc, formulez votre question et au fur et à mesure, nous ferons différents moments pour répondre à vos questions. La main à toi, Céline, pour nous présenter en quelques mots R Carré. Merci Marjorie. Donc R Carré est une société qui se positionne comme un partenaire de confiance technologique. C'est-à-dire qu'on va apporter différentes solutions, logicielles, matérielles, à des sociétés dont ce n'est pas le métier. Et donc, forcément, on va les épauler dans ce cadre. Donc, la société a été créée en 2001. À l'heure actuelle, donc c'est luxembourgeoise, on a actuellement à peu près 130 employés, une grosse majorité d'ingénieurs techniques. On a une société également dans le groupe qui est PSF, donc R-Cube, vous avez R carré R-Cube. Donc au niveau du chiffre d'affaires, l'année dernière, on avait fait 20 millions d'euros et donc il y a 9 filiales, comme vous pouvez le voir. Donc il y a un R carré en France, en région Metz, R carré Belgique à Liège et à Wavre. On a également dans le groupe LDL Connect, qui est un centre d'appel, mais qui est complètement indépendant de la partie informatique. R-Secure, qui est un petit peu plus proche pour de la partie sécurité, le dernier bébé R carré, on va dire. Et Swiftmiler et NIR, donc qui sont deux sociétés qui ont aussi une activité, donc Swiftmiler pour de la mobilité douce et NIR pour du site internet. Donc ça, c'est une sous-partie, c'est toutes les sociétés du groupe. Au niveau informatique, c'est essentiellement R carré Belgique, Luxembourg, France et R-Cube qui sont actifs au niveau informatique. Pour donner quelques chiffres aussi, ça correspond, donc on a notamment une activité cloud, mais on supporte 8000 utilisateurs dans notre propre cloud privé et on gère plus de 500 projets par an, pour vous donner une idée de la capacité. Au niveau des piliers, on a plusieurs piliers. Donc, on a un pilier qui est de l'infrastructure, du poste de la partie infrastructure, donc cloud, on-prem, etc., tout ce qui est sécurité, backup. Également, tout ce qui va être environnement de poste de travail avec de la téléphonie, de l'hardware, du laptop, des outils, des accessoires, etc. Une activité de sécurité, comme je disais, donc dans R-Secure, qui est plutôt orientée justement pour permettre d'outiller des sociétés small et PME et medium business. Et donc des activités transverses qui vont être liées à la compliance, à la partie réglementaire et à la partie financement également. Voilà. Donc, beaucoup d'activités transversales pour pouvoir accompagner le client dans différentes activités. Merci Céline. Tout à fait. Nicolas, peux-tu nous présenter également Résultance? Avec plaisir. Donc, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être présents aujourd'hui. Donc, Résultance, on est effectivement un cabinet de conseil spécialisé en amélioration de la performance
dans l'organisation, la conduite du changement, et on a un modèle économique un peu spécifique puisqu'on s'impose un engagement sur résultat avec une partie de nos honoraires qui sont liés à l'atteinte des objectifs qu'on se sera fixés. Aujourd'hui, on existe depuis une vingtaine d'années. On a de nombreuses références, aussi bien au Luxembourg que dans différents pays européens, mais principalement Luxembourg, Belgique et France. On est 80 consultants spécialisés, plus une vingtaine spécialisés en IT, donc dans des activités totalement complémentaires à R². On a 4 bureaux en France, Belgique et Luxembourg, et c'est ça l'élément important, c'est que jusqu'à aujourd'hui, on a déjà accompagné plus d'une cinquantaine de dossiers auprès du ministère de l'économie pour pouvoir justement faire bénéficier les entreprises des différents régimes d'aide qui sont proposés par le ministère de l'économie. Et ce sont des dossiers de nature totalement différente, effectivement. On va beaucoup parler d'innovation et de digitalisation, mais parfois ce sont des projets d'investissement tout simplement qui peuvent être innovants pour l'entreprise, qui ne sont pas forcément toujours liés au digital. Il n'y a pas que la digitalisation qui est innovante, même si effectivement de plus en plus, c'est devenu quasiment indissociable et dans tous les métiers. Et on se rend compte aujourd'hui que l'innovation et la digitalisation, ce n'est pas que l'apanage des grandes sociétés qui ont de grands moyens ou qui ont forcément des idées. Quand on entend innovation, souvent, on pourrait confondre avec invention. Et on verra un peu plus tard la notion d'innovation. Mais le ministère de l'économie pour les PME est assez, j'ai envie de dire, assez large. Et il n'est pas du tout restrictif sur l'innovation. Et on verra qu'il y a énormément de sujets qui peuvent être considérés comme innovants, là où on ne le pense pas du tout. On se dit, oh bah oui, mais ça fait très longtemps que ça existe. Et ben oui, mais c'est parfois innovant quand même. Parfait. Nous sommes très curieux d'en comprendre un peu plus par rapport à ce que tu viens de nous dire et tu as éveillé notre curiosité. Donc, je vois 50 dossiers réalisés, donc ça, c'est aussi quelque chose de très intéressant. Passons maintenant sur les détails, donc c'est-à-dire quels sont les bénéfices de ces subsides et qui est réellement éligible. Donc, qu'est-ce qu'est une PME en fait? Alors, une PME, il y a plusieurs critères à respecter. Alors, premièrement, je vais insister un petit peu sur le côté PME. J'imagine, ou peut-être que parmi nos participants, il y a des gens qui sont issus de grandes sociétés. Mais aujourd'hui, on va se focaliser un petit peu effectivement sur les subsides aux PME. Et donc, une PME, c'est quoi? C'est une société qui a moins de 250 salariés, alors pour la partie moyenne, hein, qui a moins de 250 salariés et, donc je dis bien et, qui répond à un des deux critères de moins de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires ou moins de 43 millions de pieds de bilan. Donc, moins de 250 salariés, ça c'est obligatoire. Et ensuite, un des deux autres critères doit être respecté. S'il y en a un qui dépasse, mais pas l'autre, on est éligible, on est considéré comme moyenne entreprise. Et puis, petite entreprise, moins de 50 salariés et moins de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires ou moins de 10 millions d'euros en pied de bilan. Donc voilà, ça, ce sont les critères qui font qu'effectivement, on est considéré comme PME. Ce ne sont pas les seuls critères que vous allez voir, puisqu'il y a parfois certains secteurs d'activité qui sont exclus de certains programmes, mais pas de tous. Donc, c'est au cas par cas. On ne pourra pas rentrer dans tous les détails parce que c'est très, très long. Il y a une liste assez exhaustive, mais c'est quand même très peu de sociétés qui ne sont pas éligibles au final. D'accord. Donc, on voit ici qu'il y a 3 sortes de subsides différentes, donc liés au conseil, à l'innovation et à l'investissement. On verra dans la catégorie innovation, il y a 4 sortes d'aides qui sont proposées et que nous allons donc vous synthétiser. Et pour bénéficier d'une aide, il est donc impératif de répondre à 4 conditions générales qui doivent être donc combinées. On a vu avoir le statut de PME. Nicolas, tu viens de nous l'expliquer très clairement. Sur les 3 autres points, quels sont-ils et qu'est-ce que ça veut dire exactement? Alors effectivement, il y a, alors je ne vais pas non plus rentrer spécifiquement dans les détails, mais il y a 2 lois principales qui encadrent les différents projets à destination des PME et dans chacune des lois, on retrouve des conditions générales. Dans ces conditions générales, effectivement, sont repris quelques critères pour pouvoir bénéficier de ces subsides-là. Donc, celui de PME, on l'a vu, hein, on va parvenir dessus. Ensuite, un critère qui est d'avoir une autorisation d'établissement au Grand-Duché du Luxembourg délivrée par le ministère de l'économie. Alors,
j'ai vu dans les différents inscrits que certains étaient issus d'associations ou d'ASBL. Il faudrait voir si effectivement ce sont des établissements qui sont éligibles, parce que je ne suis pas sûr qu'ils aient reçu une autorisation d'établissement du ministère de l'économie. Donc ça, c'est important. Si on a une autorisation d'établissement, qu'on est PME, alors pour le moment, tout va bien. Ensuite, deux critères qui sont importants. Je vais passer par le dernier tout de suite, puisqu'on l'a vu dans la slide précédente qu'il devait y avoir un effet incitatif. Donc, le ministère de l'économie est prêt à accompagner quasiment toutes les entreprises luxembourgeoises à condition qu'il y ait un effet incitatif. Donc, que l'argent que le ministère de l'économie mettrait à disposition de ces sociétés-là est un véritable intérêt. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le projet ne doit pas avoir démarré avant d'avoir introduit la demande auprès du ministère. Pourquoi? Parce que le ministère va tout simplement considérer que si le projet a démarré avant d'avoir introduit une demande, c'est que ce projet-là, de toute façon, il allait se faire quoi qu'il arrive, et donc que les subsides étatiques n'étaient pas forcément nécessaires pour réaliser le projet. Donc, il n'y avait pas d'effet incitatif. Donc, ça, c'est quelque chose d'important. Si jamais vous avez déjà démarré ou des idées ou de projets en tête, vous en avez peut-être, vous n'en avez peut-être pas, peut-être des idées qui sont déjà bien mûries et vous avancez, soyez prudent, attendez peut-être un petit peu, mettez un stand-by. Ça va très vite, monter un dossier, ça peut se faire rapidement, mais mettez-le peut-être en stand-by pour ne pas aller trop loin et que le ministère de l'économie n'ait pas considéré que le projet était trop avancé et donc ne vous soutenez pas. Et puis, dernier critère, c'est de ne pas être en difficulté, parce que le ministère de l'économie veut bien effectivement supporter le développement économique du Luxembourg, supporter et développer l'emploi au Luxembourg, et donc l'objectif n'est pas de sauver les entreprises qui seraient vraiment trop en difficulté, et donc il y a quelques critères. Parmi ces critères-là, il y en a deux principaux, alors il y en a encore des sous-jacents, mais il y en a deux principaux. Le premier, c'est de ne pas faire l'objet d'une procédure collective d'insolvabilité. Donc, si parmi vous, il y a des gens qui sont dans cette situation-là, bon voilà, c'est triste et c'est difficile, mais malheureusement, le ministère de l'économie ne souhaite pas accompagner ces sociétés-là. Le deuxième critère, c'est un ratio entre le capital souscrit et les pertes cumulées. Donc, pour être très précis, c'est que plus de la moitié du capital souscrit ne doit pas avoir disparu en raison des pertes cumulées. Donc, voilà. Donc, une fois que ces deux critères-là sont respectés, il y en a encore quelques-uns sous-jacents, comme je vous le disais, mais si ces deux-là sont respectés, en principe, vous n'êtes pas considéré comme entreprise en difficulté et donc potentiellement éligible au programme du ministère de l'économie. Ok, très clair. Alors, rentrons dans le détail du coup sur le subside lié au conseil. Peux-tu nous éclairer sur du coup le montant maximal, les objectifs et les coûts éligibles par rapport à cette aide? Alors, tout à fait. Donc, on l'a vu, trois types de subsides. Des subsides pour le conseil, des subsides pour l'innovation, des subsides pour le financement et l'investissement. Donc, pour le conseil, là, ce sont plutôt des programmes qui sont à destination toujours des PME pour la phase projet. On verra qu'il y a trois types dans ces programmes-là. Ils peuvent soutenir soit une phase de diagnostic pour, à ce moment-là, essayer d'identifier avec vous des projets d'innovation ou de digitalisation. Donc ça, c'est la phase de diagnostic qui permet effectivement en quelques temps, quelques jours, d'identifier rapidement des projets qui seront intéressants pour les sociétés, d'être mis en œuvre, parce que derrière, il y a un payback, il y a un véritable intérêt économique pour la société, pour le Luxembourg, de lancer effectivement une phase projet. Là, l'aide au conseil pour PME, c'est vraiment pour la phase projet. Ça veut dire que parmi vous, vous avez déjà identifié un projet de façon très claire et vous dites, c'est ce dont j'ai besoin et il faut que je le mette en œuvre. Ben voilà, le ministère de l'économie subsidie 50% des coûts qui vont permettre de mettre en œuvre ce projet-là avec l'accompagnement de consultants externes. Donc voilà, ça c'est le programme de service au conseil pour PME. Ok. Passons sur donc le deuxième volet, innovation et les quatre différentes sortes d'aides mises à disposition. Alors, le premier de ces programmes-là, alors en fait, le ministère de l'économie avec Lux Innovation a développé des programmes qui s'appellent Fit4. Dans ces Fit4, on va en retrouver toute une ribambelle, j'ai envie de dire, et on va vous en présenter deux principaux, enfin plus même. Et donc le premier, c'est Fit4 Innovation. Donc là, c'est un programme qui vise à accompagner les entreprises dans la phase de diagnostic et de projet, comme je vous le disais, pour
identifier des leviers d'amélioration au sein de l'organisation. Quand on parle d'amélioration, c'est amélioration de l'organisation, amélioration des méthodologies de travail, et dans l'objectif de libérer des ressources. Alors, dans les ressources, on entend principalement deux types de ressources, des ressources humaines et des ressources financières. L'objectif, c'est quoi? En fait, c'est dans le nom, hein, c'est Fit for, donc c'est de permettre aux entreprises d'être taillées pour innover. Parce que, comme beaucoup de choses, pour innover, il faut avoir, des moyens financiers, parce que l'innovation nécessite effectivement d'avoir un minimum de fonds disponibles pour pouvoir innover, et des personnes disponibles pour pouvoir mettre leurs compétences dans la société à disposition de projets d'innovation. Donc ça permet de générer des gains économiques pour l'entreprise et de libérer des ressources pour pouvoir innover. D'accord? Donc ça, c'est le diagnostic. On identifie, phase projet, on taille l'entreprise pour générer des gains et ces gains-là pourront être réinvestis dans de l'économie innovante et le ministère de l'économie pourra vous subsidier effectivement ces projets d'innovation qui feront l'objet d'autres programmes et on va les voir par la suite parce que ça, ce sont des programmes qui visent à identifier, à mettre en œuvre des innovations et par ailleurs, l'innovation elle-même est subsidiée par le ministère de l'économie. D'accord. Et donc, un montant maximal jusqu'à 50% de subsides sur ce programme. Exactement. Donc, 50% des coûts de conseil, donc diagnostic, phase projet, sont pris en charge par le ministère de l'économie. Et il y a quand même des critères qui sont importants aux yeux du ministère, c'est que ces projets d'innovation, donc Fit for Innovation, ces projets-là doivent avoir un payback d'au moins 2 sur la durée du projet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour 100 € investis, ça doit en générer au moins 200. Donc, il y a directement pour la société un gain palpable à la fin du projet, un gain net de moins 2 fois le coût du projet. D'accord. Oh là là. Alors, allons sur le prochain qui est du coup le Fit for Digital. Que Céline, je te propose de nous éclairer sur ce point. Oui. Donc, Fit for Digital, hop, là ici, c'est précisé ici, donc c'est un programme de diagnostic. Donc là, on ne va pas forcément aller sur de la mise en œuvre, on peut s'appuyer sur les autres programmes, mais c'est un programme de diagnostic. Et ce programme permet d'informer, de sensibiliser pour la transformation digitale en fonction de la maturité de l'entreprise. Donc ici, on est clairement, c'est un des programmes qui est vraiment cœur de métier de R Carré pour justement cette partie digitalisation. Donc en fait, quand on parle de transformation digitale, c'est un peu boîte à fourre-tout, ça a été un peu galvaudé aussi. Donc pour préciser, il y a plusieurs axes qui peuvent porter une transformation digitale. Le premier axe, c'est évidemment la partie hardware. Donc ça peut être aussi bien au niveau du poste de travail, on l'a bien vu avec le télétravail et de masse, on va dire. Il faut avoir des outils adaptés, mobiles. Certains avaient des postes, d'autres avaient du laptop. Donc il y avait une flexibilité qui était déjà ou pas. Donc il y a déjà cette partie de poste de travail et de performance aussi. Exemple, une société de transport ou de livraison ou de logistique, forcément, on va peut-être avoir aussi des outils plus de signature directement sur des petits smartphones ou des choses comme ça. Donc, suivant le travail, suivant le type de catégorie, il y a déjà cette partie environnement de travail. Téléphone également en fait partie, on l'a bien senti avec Teams, avec le travail collaboratif, par exemple. Également, toute la partie au niveau hardware, toute la partie infrastructure. Pour porter toutes ces solutions, forcément, il faut avoir une infrastructure qui est robuste et solide et performante et qui est adaptée aussi à l'usage. Aussi, on a certaines applications, certaines solutions, on va avoir besoin d'une infrastructure plutôt on-prem, dont d'autres, on va plutôt s'orienter pour des questions ou financières ou de services managés vers du cloud, voire de l'hybride. Donc ça, c'est des choses aussi qui sont sur lequel Fit for Digital va aussi analyser voilà, quel est le diagnostic, où est-ce qu'on en est au niveau de la maturité, vers quoi on se dirige. Donc ça, c'est au niveau de l'hardware. Le deuxième, c'est également toute la partie évidemment plus logicielle. Donc évidemment, quand on parle de logiciel transformation digitale, il y a aussi deux axes. Il y a du logiciel qui va s'adresser à de l'opérationnel. Exemple, voilà aussi pareil, signature électronique, comme solution de signature électronique comme AirSign va permettre de pouvoir signer n'importe quoi, n'importe où de son smartphone, peu importe où on se trouve. Et là, typiquement, c'est purement de la digitalisation où on l'a eu aussi pour certains conseils d'administration ou comités de direction ou toutes les réunions dématérialisées, des solutions
de réunion dématérialisée avec repository sécurisé. Donc tout ça, c'est des solutions opérationnelles. C'est des exemples ici, ou RH également, ta signature de timesheet, des choses comme ça. Et il y a des applications et des digitalisations plutôt logiciels métiers, avec des outils internes qui vont être propres, comptables, ERP, etc., etc. Donc ça peut aussi être des points de transformation digitale. Et le dernier qui rentre également, c'est la partie sécurité. C'est le troisième. Forcément, maintenant, on ne peut pas parler de transformation digitale sans parler de sécurité. Donc là aussi, dans ce cadre-là, donc, il y a une méthodologie qui s'appelle la méthodologie HOP, qui se base en fait sur 3 critères. Le premier, il est humain. Le deuxième, outil. Et le troisième, processus. Donc, évidemment, là aussi, Fit for Digital va pouvoir regarder un peu où est-ce qu'on se situe au terme de cette cybersécurité au niveau humain, outil, processus, et justement voir un peu quels sont les axes sur lesquels on doit travailler et prioriser. Donc voilà, donc en gros, pour résumer, voilà, la partie hardware, software, sécurité, ça couvre déjà un gros panel. Et donc, comme je disais, donc ce Fit for Digital va donner un niveau de maturité et derrière, on s'appuie, comme je disais, sur d'autres programmes pour la mise en œuvre. D'accord. Très bien, Céline, merci. Je jette un petit coup d'œil aux questions. N'hésitez pas, si vous avez des questions au fur et à mesure, écrivez-les bien. Juste pour un petit conseil d'ordre technique sur votre droite, donc vous avez l'écran questions. Vous pouvez simplement écrire ici et nous répondons à vos questions. Alors justement, on en a une ici, peut-être plus pour Nicolas, qui regarde en fait le conseil. On nous demande, lorsqu'on indique que cette aide, donc quand on a vu aide au service de conseil pour PME, hein, cette aide n'est possible que pour des activités non permanentes et non périodiques. Peut-on avoir un exemple? Est-ce que… Oui, tout à fait. Pardon. Je t'en prie, vas-y Nicolas. Oui, tout à fait. Donc, non périodique et non permanente, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui des sociétés qui font appel à des entreprises de conseil externes de façon régulière et permanente. C'est-à-dire qu'ils ont en permanence l'un ou l'autre consultant qui va être présent dans l'entreprise pour les accompagner sur certaines activités. Alors, est-ce que ça va être des activités de shared services spécifiques? Est-ce que ça va être du conseil en amélioration de la performance opérationnelle, hein, donc de l'amélioration continue? Si là, effectivement, ils se rendent compte que c'est une entreprise qui a l'habitude d'avoir ce genre de personnes dans son entreprise de façon régulière et permanente, alors ils vont considérer que ça n'est plus forcément très intéressant de subsidier, puisque de toute façon, encore une fois, on revient sur le critère incitatif. L'entreprise, de toute façon, a recours habituellement à ces services-là, et donc, le ministère de l'économie estime tout simplement qu'elle n'a pas intérêt à subventionner cette activité-là. Hein, donc, c'est quand même très spécifique parce que dans les PME, c'est quand même rare que les PME aient à demeure un consultant externe qui les accompagne sur des sujets divers et variés. Donc, c'est quand même très rare. Soyez rassurés. Ok, j'espère qu'on a pu répondre à la question. Nous allons donc un petit peu continuer à présenter les différentes subsides possibles avant de montrer les cas concrets. Dans les cas concrets, vous allez pouvoir voir, il y a des subsides étatiques qui commencent déjà à 60 000 €, donc déjà des gros montants, et nous verrons que ça peut aller même au-delà. On parle de 300 000 € et 800 000 € dans certains cas. Donc, nous les voyons d'ici peu. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à faire signe. On peut également ouvrir votre micro pour que vous puissiez, du coup, formuler votre question. Donc, continuons sur la partie innovation avec le Fit for Resilience, Nicolas. Donc, c'est un diagnostic. Tout à fait. Alors, Fit for Resilience, en fait, c'est un programme que le ministère de l'économie et Lux Innovation ont créé directement à l'issue de la toute première crise Covid. Ils se sont rendus compte qu'effectivement, le lockdown avait impacté énormément de sociétés. Alors, certaines ont bénéficié
positivement du Covid, puis d'autres ont souffert de ce Covid-là. Et donc, ils ont souhaité lancer un programme de diagnostic qui permette aux PME d'avoir effectivement accès à un diagnostic de sortie de crise. Alors là, c'est sortie de crise Covid-19, mais ce diagnostic-là doit pouvoir identifier et repositionner l'entreprise sur sa stratégie et ses opérations pour pouvoir faire face à d'éventuelles nouvelles crises, que ce soit des crises pandémiques, que ce soit des crises économiques, politiques, culturelles, peu importe. L'objectif, c'est d'être résilient, hein, comme son nom l'indique. Donc, c'est de pouvoir mettre en place des choses qui vont permettre à l'entreprise de pouvoir passer la tempête dans les meilleures conditions possibles. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas la subir, mais en tout cas, on devrait pouvoir en sortir un peu moins impacté que certaines sociétés l'ont été lors du lockdown du printemps 2020. Donc, ça, c'est quelque chose d'important. C'est un programme qui est limité dans le temps, hein, donc il était pour la crise Covid. La loi, et ce programme-là dans la loi est inscrit dans la loi jusqu'au 31/12/2021. Donc, les nouveaux dossiers doivent être introduits avant le 31/12/2021. On ne sait pas s'il sera reconduit ou pas. Pour le moment, on n'a pas d'éléments d'information dans ce sens-là. Par contre, on a vu qu'il y avait énormément de programmes. Et donc, si Fit for Resilience n'est pas disponible, ben, il y a d'autres programmes qui pourront certainement prendre le relais. Je pense notamment à des Fit for Innovation qui pourraient encapsuler dans la partie innovation, amélioration de la performance, améliorer la performance pour, je le rappelle, libérer des gains économiques pour l'entreprise. On pourrait encapsuler effectivement cette analyse résiliente pour les entreprises. Donc ça, c'est un programme, encore une fois, qui va s'éteindre normalement d'ici la fin de l'année. Donc, un diagnostic, si j'ai bien compris, à 360 degrés, donc sur les différents départements de l'entreprise. C'est ça, donc c'est effectivement, quand on parle de repositionner la stratégie et les opérations, ben, une fois qu'on a dit ça, on a quasiment tout dit, c'est-à-dire qu'on part de la stratégie, on regarde effectivement toute la partie, j'ai envie de dire, commerciale et marketing, la partie comptabilité, finance, la partie opérationnelle avec éventuellement une analyse de risque sur les opérations, la performance opérationnelle de l'entreprise pour pouvoir rester compétitif sur son marché, la partie qui va être plutôt liée à la partie supply chain si on est dans une entreprise qui effectivement a une activité de distribution ou d'activité industrielle, la partie comment dire liée à la partie qualité, ISO par exemple. Hein, tout ça, ce sont des éléments qu'on va encapsuler dans la partie résilience. Et puis, l'objectif de la résilience, effectivement, c'est de pouvoir identifier éventuellement une diversification de l'activité ou de nouveaux marchés pour l'entreprise pour pouvoir rebondir si l'un de ces marchés était malmené pendant une crise, de pouvoir ne pas être dépendant que d'une seule activité, d'un seul marché pour pouvoir se repositionner, être agile quelque part assez rapidement. Très clair. Ça, c'est des programmes qui ont beaucoup fonctionné. Ici, donc, un programme qui s'éteint le 31 décembre. Donc, les dossiers peuvent être présentés jusqu'au 31 décembre ou commencer jusqu'au 31 décembre? Donc, le dossier doit être introduit effectivement avant le 31/12. Après, c'est des diagnostics qui durent 6 à 8 semaines. Donc, ça peut être démarré à partir du 30 décembre et puis courir sur le mois de janvier-février 2022. Ça, c'est pas un problème. Par contre, le dossier doit être introduit auprès du ministère de l'économie avant le 31/12/2021. On est sur un diagnostic. À l'issue de ce diagnostic, on identifie des améliorations possibles. Et derrière, si il y a des sujets qui, et c'est là que c'est intéressant, arrivent à être bien construits pour être considérés comme innovants, on va pouvoir, et on va le voir prochainement, bénéficier de subsides importants en termes d'innovation. Donc là, on est sur un diagnostic. Donc, on identifie et derrière, on met ou pas en œuvre. Hein, à l'issue du diagnostic, l'entreprise peut très bien se dire « Bon, bah, écoutez, c'était très bien, c'était intéressant, mais j'ai du mal à me projeter et donc je souhaite m'arrêter là. » Ou au contraire, dire « Bah ouais, chouette, à l'issue de ce diagnostic, on a identifié de vrais potentiels, de vrais projets intéressants, innovants, que ce soit de la digitalisation ou autre chose. Et alors, on souhaite d'aller dans une phase de mise en œuvre. Et là, on peut monter un nouveau dossier auprès du ministère de l'économie qui va le subsidier. Et on va voir quelques cas concrets tout de suite après. D'accord, merci Nicolas. Ici, le dernier, donc la dernière subside liée à l'innovation, qui est donc l'IOP. Tu nous parlais au début justement du caractère innovant, différent de invention. Je pense que c'est ici que tu vas nous répondre.
C'est ça. Donc, effectivement, ici, on est clairement… donc, avant, on était dans des comme on disait, hein, dans des programmes de conseil pour soit identifier des sujets d'innovation, soit ils sont déjà identifiés et puis on les met en œuvre avec une aide au conseil au PME, soit, effectivement, on a identifié des sujets d'intéressants, d'innovation, de procédés ou d'organisation, et ceux-là vont pouvoir être subsidiés à 50% par le ministère de l'économie. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, le ministère de l'économie subsidie les coûts internes, externes et les investissements liés à ce projet-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on met un projet d'envergure, d'innovation, d'organisation et de procédés, je vais revenir dessus, le ministère de l'économie considère que toutes les personnes internes de l'entreprise qui vont travailler sur ce projet-là, et ça monopolise des ressources, hein, on va avoir des gens des différents métiers de l'entreprise, que ce soit des gens de la finance, des gens de la production, voilà, de tous les horizons de l'entreprise qui vont participer à ce projet-là, leur temps va être subsidié à 50%. Donc, leur salaire va être pris en compte à 50% par le ministère de l'économie. Si vous avez besoin d'un conseil externe, les consultants seront également pris à 50%. Et les investissements que vous devrez faire dans le cadre de ce projet-là, on parle de digitalisation, hein, Céline l'a précisé, si on a effectivement besoin d'investir dans du hardware ou dans des softwares pour mettre en place cette innovation de type IOP, innovation d'organisation et de procédés, le ministère de l'économie prend en charge 50% de ces coûts liés aux investissements pour ce projet-là. Donc, vous allez le voir, on arrive rapidement sur des très gros montants subsidiés. D'accord, donc 50% du temps humain, on va dire, à l'intérieur de l'entreprise. Exactement. Donc, ça englobe énormément de choses. Et là, évidemment, les montants sont très rapidement élevés et les entreprises parfois se disent, bah oui, j'aimerais innover, mais c'est beaucoup d'argent. Comment est-ce que je fais pour réussir à les mettre en œuvre? Parce que c'est quand même beaucoup d'argent. Derrière, il y a des risques. Hein. L'innovation, c'est bien, mais parfois, et parmi vous, il y a certainement beaucoup d'entrepreneurs qui savent ce que c'est que de prendre des risques. Et puis parfois, on se dit, bah ouais, mais le risque, il est quand même très important et je ne suis pas sûr de le prendre. Bah, ça, c'est incitatif. Et donc, si vous n'êtes pas sûr de prendre ce risque-là seul, le ministère de l'économie dit « mais moi, je vous accompagne ». Et donc, je prends en charge 50% des coûts, comme ça, le risque pour vous, il est de moitié. Et là, s'il est de moitié, évidemment, vous dites « ah, effectivement, je crois que je vais vraiment mettre en place cette innovation ». Alors, innovation d'organisation et de procédés, maintenant, je viens dessus. En fait, c'est là où c'est intéressant, c'est que, et il faut bien rédiger le document et le dossier auprès du ministère de l'économie, hein, c'est là que c'est important, c'est que toute modification substantielle dans les méthodes de travail ou dans l'organisation d'un service ou d'un département par rapport à la manière de fonctionner d'aujourd'hui est considérée comme innovante. Donc, quand on parle d'innovation d'organisation et de procédé, on ne parle pas d'invention. On n'est pas obligé d'inventer le truc que personne n'a jamais pensé en Europe ou je ne sais où. Donc, à partir du moment où c'est nouveau pour l'entreprise, le ministère de l'économie considère que c'est une innovation au sein de l'entreprise. C'est nouveau, donc c'est innovant. Et donc, on se rend compte qu'en formulant bien les dossiers, en les montant de façon intelligente, j'ai envie de dire, le ministère de l'économie va le considérer comme une innovation et va vous subsidier 50% de tous les coûts qui vont pouvoir être pris dans le cadre de ce projet-là. On va voir par la suite quelques dossiers d'innovation de procédés et d'organisation, mais voilà, mettre en place des nouvelles méthodes d'activité commerciale, mettre en place des nouveaux modes de fonctionnement dans la gestion de la production, notamment au travers de la digitalisation, la mise en place d'une GMAO, la mise en place d'une méthode de gestion de projet innovante sera considérée comme une innovation et donc subsidiée à 50%. Et donc, de grandes possibilités pour de grandes importantes. Voilà. Dans le doute, il faut se poser la question et se dire, mais est-ce que ça peut faire l'objet d'un IOP? On regarde, on analyse, et il y a de fortes chances qu'on puisse dire oui dans la façon dont on va tourner les choses auprès du ministère de l'économie, évidemment. Ok, donc de grandes possibilités et opportunités pour nos PME. D'accord, merci. Ensuite, on a la dernière subbride liée donc au financement et à l'investissement. Avant de passer au cas concret. Tout à fait. Alors là, on est sur des dossiers aussi, comme les IOP. Par contre, ce sont des dossiers, et c'est là où il faut être très bon dans la rédaction des dossiers d'innovation de type IOP, c'est que y a la limite entre investissement et IOP, j'ai envie de dire, elle est assez faible.
Quand je dis elle est assez faible, c'est qu'on a vu, alors très peu, en tout cas dans les dossiers qu'on a montés, il y en avait très très peu, on a vu que des dossiers de type IOP étaient requalifiés en investissement parce qu'ils disaient, ben oui, mais on ne voit pas le caractère innovant. Donc la rédaction du dossier IOP est importante. S'ils considèrent que ce n'est pas innovant, ils vont dire, OK, on va vous accompagner parce que vous avez, entre guillemets, fait la demande d'être subsidié par le ministère de l'économie. Par contre, ce n'est pas innovant et donc c'est considéré comme un investissement. Et donc, pour une taille moyenne d'entreprise, ce sera 10% des coûts qui seront pris en charge. Et pour une petite entreprise, ce sera 20% des coûts liés à l'investissement. Et vous avez vu que les coûts pris en charge dans le caractère éligible sont restreints. C'est l'investissement dans des actifs corporels ou incorporels. Donc, les coûts internes, les coûts externes ne sont pas pris en charge. C'est vraiment l'investissement, la facture du fournisseur ou du sous-traitant qui va vous fournir l'objet acquis qui va être subsidié. Donc, c'est bien moins subsidié et les éléments qui sont pris en compte dans les subsides sont très faibles. Donc, c'est toujours intéressant parfois, hein, il y a des fois des choses qui ne sont pas innovantes, mais c'est toujours bien de récupérer au moins 10 ou 20% de subsides, hein, évidemment, c'est toujours intéressant. Mais si on le rédige bien et qu'on s'organise bien, ça peut être considéré comme innovant et on peut toucher 50% de subsides sur un périmètre beaucoup plus large. D'accord, très bien. Allons voir un petit résumé donc de ces 6 différents subsides que nous venons de voir à travers le conseil, les 4 de l'innovation et la dernière du financement. Ici, vous avez un petit récap donc, du nom des subsides, les coûts qui sont éligibles, le montant maximal, on rappelle jusqu'à 50% dans la majorité des cas, et les objectifs. Avant de passer au cas, il y a quelques questions pour vous, Nicolas et Céline, qui regardent certaines subsides. Donc, une question est, la création d'un e-learning permet-elle de disposer d'une aide? Alors, effectivement, je pense que le sujet du e-learning est quelque chose qui est intéressant puisque de plus en plus, on est avec des contacts réduits encore maintenant, malgré l'amélioration de la crise, on voit que les contacts restent réduits. Et donc, le développement des compétences dans les entreprises est quelque chose d'important pour pouvoir continuer à l'entreprise d'être considéré comme performant, donc de continuer à promouvoir l'économie luxembourgeoise. Et donc, effectivement, le développement des compétences au travers de la mise en place d'une plateforme e-learning. Alors, encore une fois, si c'est acquérir une solution de e-learning et y déposer ses cours ou ses formations, ce sera plutôt considéré comme de l'investissement. Maintenant, si effectivement on arrive à se dire, ben oui, mais j'ai pas de plateforme ou c'est une plateforme interne que je dois développer parce que mon métier est très spécifique et les plateformes du marché ne répondent pas à mes attentes et j'ai besoin de développer quelque chose de très spécifique lié à mon activité, ça va être considéré comme innovant. Ou sinon, on sera plutôt, à mon avis, sur de l'aide à l'investissement. Et là, effectivement, en fonction de la taille de l'entreprise, on aura entre 10 et 20% de subsides. C'est toujours mieux que zéro quand on n'en fait pas la demande, j'ai envie de dire. Absolument, Donc, bien sûr. oui, bien sûr. Encore une fois, ça va aussi dépendre de cette activité de formation et de e-learning au sein de l'entreprise. Hein. Si c'est une activité qui est importante et qu'on y retrouve énormément de ressources qui font de la formation, alors ça veut dire que c'est une activité importante de l'entreprise et on pourra peut-être y trouver de l'innovation. Si jamais c'est de façon assez temporaire, j'ai envie de dire, ce sera très probablement requalifié en investissement. D'accord. Ok, Je ne sais pas merci si j'ai Nicolas répondu à la question, j'espère. pour la réponse à cette question. Alors, si la personne, si elle a besoin de plus d'informations, qu'elle n'hésite pas à de nouveau écrire dans les questions, dans la chat. Et de toute façon, vous allez avoir les contacts de Céline et Nicolas à la fin de la présentation pour tout doute ou envie de souscription d'un dossier, évidemment. Alors, entrons maintenant dans certains cas concrets de façon à comprendre par secteur d'activité dans les différents dossiers qui ont pu être du coup montés, quels ont été les subsides étatiques donnés aux différentes PME qui ont souscrit un dossier et les résultats évidemment en termes de business.
Alors, comme je vous le disais, hein, on a accompagné plus d'une cinquantaine de dossiers auprès du ministère de l'économie, donc c'est difficile de vous en faire un résumé exhaustif. Donc, on en a pris quelques-uns. Il doit y en avoir 8, je crois. Je vais passer rapidement parce qu'on ne va pas rentrer dans les détails, mais on a différents secteurs d'activité. Par exemple, distributeur de produits pharmaceutiques qui lance un projet d'innovation type Fit for Innovation et qui a pour objectif effectivement de libérer des gains. Et donc, on le voit en bas, hein, 10% de marge brute à l'issue du projet, 25% de capacité de stockage en plus libérée pour pouvoir augmenter les références disponibles directement plutôt que d'avoir des délais. Et puis, un ETP gagné. Alors, ETP gagné, ça ne veut pas dire que la société l'a licencié, parce que ça, évidemment, ça ne va pas dans le sens du ministère de l'économie, mais un ETP libéré pour travailler sur des tâches à haute valeur ajoutée et derrière lancer un projet d'innovation innovant avec des subsides étatiques. Et donc, activité de distributeur de produits pharmaceutiques avec notamment la mise en place de la dynamisation de l'activité commerciale, la digitalisation du stock avec des réapprovisionnements automatiques sur base de calculs très pointus qui permettent de maximiser les stocks. Donc, je dis maximiser, ce n'est pas augmenter, mais d'optimiser les stocks et de limiter les ruptures. Donc, voilà. Donc, projet innovant, la société a touché 50 000 euros de subsides pour la mise en place de ce projet qui a libéré des marges, donc des gains, qui pourront par la suite être réinvestis dans la digitalisation. Ça a été le cas. Hein, l'outil de stock a été subsidié par ailleurs sur un autre programme, pas dans les 50 000 euros, mais sur un autre programme, pour pouvoir être mis en place. Ensuite, un exemple dans une société active dans le secteur de la construction, typiquement une société d'HVAC, donc Heating, Venting, Air Conditioning, donc chauffage sanitaire par exemple, 70 collaborateurs, 60 000 euros de subsides avec un accroissement de l'EBITDA de 550 000 euros pour une entreprise de 70 collaborateurs. Donc, on arrive rapidement sur des gains financiers importants, des subsides étatiques. 60 000 euros, c'est quand même énormément d'argent dans une PME. Hein. Faut quand même se rendre compte que c'est beaucoup de travail pour générer 60 000 euros de gains de résultats. Donc, voilà, 60 000 euros de subsides étatiques et des gains à la clé. Troisième exemple, on est toujours dans le secteur large de la construction avec un bureau d'ingénieurs conseil. Alors, les bureaux d'ingénieurs conseil, architectes, sont éligibles de certains sont éligibles pour certains subsides, mais pas pour d'autres. Typiquement, aide au conseil et investissement, les bureaux d'études, promoteurs, agences immobilières et ainsi de suite ne sont pas couverts. Par contre, tous les autres programmes sont subsidiés pour les ingénieurs conseils. Là, 40 000 euros de subsides, augmentation de 9% du nombre de projets gérés, 4% de facturation supplémentaire sur des projets pilotés avec une nouvelle méthodologie de gestion de projet. Hein, c'est des gens qui vendent de la matière grise et des plans, des notes de calcul avec énormément de projets, des projets très longs. Et donc, une gestion de projet très rigoureuse permet de générer des gains relativement importants. Et ça, c'était aussi un programme Fit for Innovation qui a permis d'obtenir 40 000 euros de subsides et de générer pas mal de gains pour l'entreprise à l'issue de ce projet. Passons à deux autres secteurs, le secteur du retail et un exemple aussi sur les solutions informatiques. Oui, tout à fait. Donc, par exemple, le retail, là, on est sur une activité donc de distribution, hein, avec du stockage, avec des coûts de transport relativement importants et la mise en place donc d'outils d'optimisation des tournées, par exemple, hein, avec les camions, qui permettent de générer des gains en termes de coûts de transport, un entrepôt logistique qui a amélioré sa productivité de 45% au travers de la revue du layout, mais également de mise en place de méthodologies de gestion d'approvisionnement et de planification des opérations qui génèrent énormément de gains, qui limitent les ruptures et donc des subsides étatiques pour 70 000 euros pour cette petite entreprise qui était très, très contente de pouvoir effectivement digitaliser certains de ces processus. On parle de digitalisation des processus pour les rendre plus performants et donc de générer des gains pour l'entreprise. Société informatique,
Donc, vous voyez, les secteurs sont très vastes, très différents. Hein. On peut avoir des subsides sur tous les secteurs d'activité. Là, typiquement, une entreprise qui propose des services informatiques et on s'est rendu compte qu'on pouvait améliorer la facturation de 400 000 euros. Donc, quand on améliore le taux de facturation de 400 000 euros, c'est du résultat net qui va à l'issue, puisque c'était des activités qui étaient non facturées parce que tout simplement, les outils digitaux à disposition de cette entreprise-là n'étaient pas suffisamment performants et donc laisser passer au travers des mailles du filet des factures, des prestations qui étaient réalisées pour le compte de clients et qui n'étaient jamais facturées. Alors, on a identifié en phase de diagnostic qu'on pouvait récupérer jusqu'à 400 000 euros. Au bout de 6 mois de projet, on avait récupéré 650 000 euros. Donc, plus que ce qu'on avait identifié dès le départ. Et voilà, c'était un projet d'amélioration de l'efficacité opérationnelle subsidié par le ministère de l'économie à hauteur de 60 000 euros. Donc, il y a un coût pour l'entreprise, elle touche des subsides et surtout, il y a un gain derrière qui est au minimum 2 à 3 fois supérieur au coût initial pour l'entreprise. Donc, un résultat net et un ROI incroyable pour cette entreprise-là qui a été subsidiée par le ministère de l'économie. On voit ici un EBITDA à plus 650 000 euros qui nous fait tous rêver, je pense. Passons ensuite à 2 autres secteurs. Ce seront les derniers que nous présenterons aujourd'hui. Et là, nous voyons des subsides étatiques à 800 000 euros et 300 000 euros. Alors oui, effectivement, là, on entend des montants qui sont quand même relativement incroyables. Alors évidemment, c'est des subsides étatiques à 800 000 et 300 000. Donc on l'a vu, c'est jusqu'à 50%. Ça veut dire que ce sont aussi des projets qui ont monopolisé pas mal de ressources au niveau des entreprises. Parce que pour toucher 800 000 euros de subsides, ça veut dire qu'il y a un projet qui était au moins à 1 600 000 euros. Donc l'entreprise a quand même dû avancer, ou en tout cas investir 800 000 euros de sa poche pour pouvoir mettre en place ce projet-là, mais qui, évidemment, doit avoir des retombées économiques plus importantes avec un retour sur investissement dans le temps qui doit être acceptable, évidemment. Là, on est dans le secteur de la distribution de boissons, beverage, donc voilà, dans l'ORECA, entreprise de taille assez importante, effectivement, au Luxembourg, qui, effectivement, a bénéficié d'un projet de type, donc là, on est dans un projet de type IOP. Donc, dans les projets IOP, effectivement, on monte sur des subsides très importants parce que les ressources internes sont prises en charge, les investissements dans différentes solutions, matériel informatique, ou je ne sais quoi, même dans du matériel, on parle beaucoup de matériel informatique, de digitalisation, mais parfois c'est dans du matériel. Alors, le matériel roulant n'est pas pris en charge, mais si vous êtes dans une entreprise de construction avec des engins de chantier très spécifiques, ça peut être considéré comme une innovation d'organisation et de procédé, si tant est que ce matériel-là soit différent de ce que vous avez toujours eu et vous permette de travailler totalement différemment par rapport à l'existant. Alors, ce sera innovant pour le ministère de l'économie et on arrive sur des subsides. Voilà, on le voit là, 800 000 euros de subsides, c'est énorme. C'est énorme. Bon, voilà. Derrière, il y a des gains, augmentation du chiffre d'affaires de 6%, augmentation de l'efficacité, donc du picking. Le picking, c'est cette activité qui consiste à aller préparer les commandes et ensuite à les mettre à disposition du camion pour pouvoir le distribuer. Diminution des coûts de transport de 5% et optimisation des coûts de stockage de 300 000 euros. On est sur on parle de 6% de chiffre d'affaires. Vous imaginez qu'on est sur une entreprise qui réalise un chiffre d'affaires relativement important. Donc 6%, c'est énormément d'activité commerciale en plus. Et puis, la finance. Secteur évidemment toujours à la pointe, j'ai envie de dire, de la digitalisation souvent. La finance, c'est un produit qui n'est pas forcément toujours très concret. On est beaucoup dans de l'abstrait et donc beaucoup de processus sont digitalisés et malheureusement pas toujours assez. Et voilà, Céline parlait tout à l'heure, par exemple, de signature électronique. Ben voilà, dans une société relativement importante au Luxembourg, une fiduciaire reconnue sur le marché, on a mené un projet de digitalisation de l'ensemble des processus end-to-end avec la partie offre, la partie contrat, la partie AML KYC qui est importante dans cette activité-là. La partie planning, parce qu'on a beaucoup de ressources, encore une fois, comme les ingénieurs conseils, on vend de la matière grise, j'ai envie de dire, des ingénieurs qui planchent sur les dossiers des clients à longueur de journée.
Et puis, un processus de facturation, tout ça a été totalement revu. Digitalisation du processus AML KYC, mise en place de la signature électronique, mise en place du e-invoicing. Voilà, tout ça, c'est des projets de digitalisation qui ont transformé les procédés et l'organisation de l'entreprise et donc considérés comme une innovation d'organisation et de procédés aux yeux du ministère de l'économie, subsidié à 50%, 300 000 € de subside. Fantastique. Passons à quelques questions qui sont en train d'être nombreuses actuellement. Alors, une question en général sur les différents diagnostics. On nous demande si, par rapport au cas, j'imagine que nous venons de voir, si les gains possibles sont donc identifiés et quantifiés dans les différents diagnostics proposés à travers ces subsides. Oui, tout à fait. Hein. Donc, et c'est une très bonne question d'ailleurs. Effectivement, c'est important parce que certains programmes du ministère de l'économie, je pense à Fit for Innovation, n'acceptent de financer la phase projet qu'à partir du moment où dans la phase de diagnostic, on a identifié des gains qui devaient générer au moins, des gains qui devaient être 2 fois supérieurs au coût du projet. Et donc, le ministère de l'économie, pour quasiment tous ces programmes, demande un business case sur l'innovation proposée. Donc, on doit effectivement prendre parfois des hypothèses que cette innovation va générer une amélioration de l'activité opérationnelle, une amélioration de l'activité commerciale, donc générer un certain pourcentage de chiffre d'affaires en plus avec un taux de marge contributive ou un taux de marge net calculé. Et donc, quand on fait la somme des gains et la somme des coûts, on doit effectivement arriver sur un retour sur investissement qui va être en déant un horizon de temps acceptable, généralement entre 3 et 6 ans, pour être considéré comme effectivement viable et donc financé par le ministère de l'économie. Si évidemment on se dit tiens, je vais bénéficier de subsides, je vais monter un dossier, il n'y a pas de réalité économique derrière, je me fais juste plaisir et il y aura peut-être un retour sur investissement au bout de 10, 15 ou 20 ans, évidemment le ministère de l'économie sera un peu plus réticent à accompagner l'entreprise en question. Et donc cette phase de diagnostic est primordiale pour éventuellement identifier des sujets innovants parce que certaines entreprises se disent ouais, moi j'ai la tête dans le guidon et tous les jours j'ai mes clients qui m'appellent et j'ai pas le temps de réfléchir à tout ça, j'aimerais et j'y arrive un petit peu mais pas assez. Ou alors, et donc accompagnez-moi et identifions quelque chose d'innovant. Et donc on identifie, on chiffre, ou parfois les entreprises disent mais j'ai déjà une idée, est-ce qu'on pourrait aller un peu plus loin dans le business case pour pouvoir introduire un dossier et puis derrière le mettre en œuvre. Donc cette phase de diagnostic est quand même souvent primordiale pour être sûr du chemin à suivre et de l'innovation à mettre en place. Tout à fait. J'espère que j'ai répondu à la question. Donc, en résumant, Nicolas, si je comprends bien, comme tu disais qu'on pouvait justement, entre guillemets, combiner certaines subsides. On peut, par exemple, partir d'un Fit for Resilience, qui est le diagnostic à 360 degrés, qui va permettre du coup de faire sortir un petit peu ces outputs, identifier justement les gains qu'on pourrait récupérer par rapport à peut-être des déficits organisationnels ou stratégiques présents dans l'entreprise, et de ça partir pour mettre en place un IOP, donc du coup une phase plus projet. Exactement, donc c'est, j'ai envie de dire, la voie classique, Marjorie. On met un diagnostic en place, alors Fit for Resilience avant le 31/12, je le rappelle, ou sinon un diagnostic Fit for Innovation, pourquoi pas. Et à l'issue du diagnostic, potentiellement et très souvent, on trouve une innovation intéressante pour l'entreprise. Et derrière, on monte un dossier IOP qui va effectivement couvrir l'entièreté, quasiment l'entièreté des coûts du projet et qui sera subventionné à 50%. Exactement, c'est tout à fait la voie classique, j'ai envie de dire, des projets d'innovation. Parfait. Donc, comme ça, nous avons répondu à une autre question d'un autre participant. Parfait. Qui justement voulait vérifier si on pouvait combiner comme ça ces deux projets. Ça, c'est un point important. Hein. Juste 2 secondes, Marjorie, c'est un point important. Effectivement, il y a des programmes qui ne sont pas disponibles pour certaines entreprises. On a vu que dans les conditions générales, il y a parfois des programmes, certains secteurs d'activité étaient exclus d'un ou l'autre programme.
Mais comme on a vu qu'il y avait une multitude de possibilités, bah, parfois, il suffit juste de prendre un autre programme pour lequel le ministère de l'économie couvre ce secteur d'activité-là et on arrive à encapsuler le même genre d'analyse. Alors, chaque programme a des spécificités, donc il faut répondre aux spécificités de chacun des programmes, mais rien ne nous empêche d'ouvrir un peu plus large nos chakras et dans la phase de diagnostic, de répondre aux besoins du ministère de l'économie qui sont importants, mais également d'aller un petit peu plus loin dans l'analyse et de couvrir un scope un peu plus large. Tout à fait. Alors, une dernière question, vu que le temps tourne. Je vous la lis. Nous sommes spécialisés dans la création de contenus sur mesure afin d'accompagner les entreprises dans la capitalisation de leur savoir afin qu'ils restent en interne. C'est un vrai sujet compte tenu du manque de personnel dans certaines entreprises. Alors, plus qu'une question, en fait, je pense que c'est une affirmation de notre public. Par rapport à la question tout à l'heure sur le e-learning, donc je pense qu'effectivement, c'était pas une société. Oui, c'est ça. Ce sont les deux questions liées, voilà. C'est ça. Donc, c'est pas une société qui souhaite mettre en place le e-learning chez elle, mais c'est plutôt une société de formation qui souhaite promouvoir le e-learning auprès de ses clients. En tout cas, c'est comme ça que je le comprends. Donc, effectivement, le sujet, dans ce cas-là, devient innovant parce que jusqu'à maintenant, c'est une société qui dispensait des formations, j'imagine, en présentiel, soit sur son site web, soit sur le site client, et donc avec un formateur qui se déplace, qui intervient physiquement auprès des collaborateurs de son client. Et donc aujourd'hui, elle souhaite se digitaliser rapidement pour pouvoir proposer la même chose à distance. Et donc effectivement, on va être sur des projets qui sont subsidiés en termes d'innovation d'organisation et de procédés. Je pense qu'on a un très beau cas ici qui pourrait être monté. Après, il faudra regarder, effectivement, je n'ai pas le détail complet, encore une fois, il y a quelques grands secteurs d'activité qui sont exclus de certains projets. Est-ce que les organismes de formation sont exclus ou pas? Il faudrait regarder dans le détail et voir un petit peu ce qui est possible. Donc, voilà, je pense que c'est un secteur d'activité qui n'est pas exclu des IOP ou des choses comme ça, puisqu'on est, je pense, sur une innovation d'organisation et de procédés clairement. Et donc, je pense que c'est quelque chose qui pourrait effectivement être subsidié, tout à fait. Très bien, parfait. Alors, j'invite la personne, je vais vous afficher maintenant les contacts de Céline et Nicolas. J'invite cette personne intéressée à rentrer en contact directement avec Nicolas, du coup, pour avoir un peu plus d'informations à ce sujet. L'heure touche à sa fin, donc un tout grand merci à Céline et à Nicolas de nous avoir éclairés sur ce sujet. Je pense que pour tout le monde, nous avons compris un petit peu davantage sur quelles sont les aides existantes et leurs paramètres d'éligibilité. De nouveau, pour en découvrir davantage ou si vous avez l'envie de soumettre donc un dossier, n'hésitez pas. Je vous rappelle les contacts affichés sur la slide. Et pour le diagnostic Fit for Resilience, la deadline où le dossier doit être proposé avant le 31 décembre. Pour ma part, je vous souhaite à tous également une très bonne journée. Nous vous ferons suivre ce document sur vos adresses mail. Et de nouveau, très bonne semaine à tout le monde. Au revoir. Merci beaucoup. Merci à tous et à toutes. Merci de votre attention. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.